pense qu'on va pouvoir commencer très prochainement. Si toutefois, en cours de route, il y a des gens qui ont des problèmes techniques ou des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la fenêtre de conversation. Vous pouvez écrire à tout le monde ou écrire seulement à l'un ou l'autre d'entre nous. Guillaume, je te laisse la parole pour présenter notre sujet du jour. Avec plaisir. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Corduan, je suis psychiatre et le référent médical du réseau Virage. La question de la laïcité et des liens avec la problématique des radicalisations nous est présente au sein de notre équipe depuis l'origine, depuis 2017. On a rencontré beaucoup de professionnels de terrain et je pense que comme nous, vous entendez parfois en entretien, dans le cadre de votre activité clinique, des positionnements idéologiques qui refusent en bloc les valeurs appelées valeurs républicaines. Alors, comment entendre et répondre à de tels propos, parfois qui émanent d'ailleurs de jeunes gens? J'ai quelques exemples là, de propos entendus récemment, alors qui traitent de la liberté, par exemple, votre liberté, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de liberté. Nous devons nous soumettre aux lois divines, à la loi de notre temps. Votre liberté, elle conduit à des comportements immoraux, comme par exemple l'homosexualité. Autre thématique, l'égalité, avec un refus de l'égalité. Il n'y a pas d'égalité, notamment entre les genres, avec des personnes, des jeunes gens parfois, qui peuvent nous dire les hommes, les femmes doivent se soumettre aux hommes. La société se pervertit avec des idées d'égalité comme vos idées là, d'égalité. Ou sur les questions de fraternité. Ça n'existe, cette fraternité, elle n'a à n'exister qu'entre les membres de chaque communauté. On entend des choses comme ça. Moi, je n'ai pas à aider les autres qui ne seraient pas membres de mon groupe, comme les Noirs, par exemple, ou comme les homosexuels qui d'ailleurs ne sont pas des vrais humains, qu'il faudrait éventuellement exterminer. C'est des choses qu'on a pu déjà entendre en clinique et peut-être que vous avez vu, vous également entendu lors d'entretiens. Ça peut être des homosexuels et puis c'est inévitablement aussi les juifs qui sont nos ennemis, chose qu'on peut entendre. Alors, on peut continuer longuement cette litanie d'attaque aux valeurs républicaines. Ce qu'on questionne, nous, c'est comment le professionnel va être bousculé par ses propos et peut être conduit sur le terrain des valeurs, ce qui n'est habituellement pas le cas quand on est psy, quand on est assistant social, quand on est éducateur. Et cela peut justement faire sortir le professionnel de son rôle et générer un transfert contre transfert avec notre usager qui est négatif, voire même une hostilité qui peut se jouer entre les deux. Alors là, après, on commence à être très très loin du travail qu'on souhaite développer avec le jeune en question. En tout cas, une approche fréquente est de présenter les valeurs républicaines, dont la laïcité, comme le cadre légal dans lequel doit s'appliquer la vivre ensemble. Hélas, je pense, et on va en discuter tout à l'heure avec Michon, c'est que ça dissimule mal le rapport de force qui existe entre des valeurs qui sont pensées comme universelles par la République française. Une approche consiste du coup à présenter l'enseignement précoce des valeurs de la République comme un rempart aux radicalisations. Alors à ce titre, on peut rappeler peut-être une définition de la radicalisation. Je vais vous faire des plus fréquentes, mais j'aime bien citer là dans ce cadre-là celle de la Commission européenne, celle de Radicalization Awareness Network, qui décrit la radicalisation comme un processus par lequel un individu adopte des idées et volontés politiques, sociales ou religieuses qui le conduisent à rejeter la diversité, la tolérance et la liberté de choix, et à légitimer le non-respect des lois et l'utilisation de la violence envers la propriété et les gens. Ce processus peut culminer dans des attaques terroristes. Voilà, fin de citation pour cette définition. On entend dans cette définition de la radicalisation par la Commission européenne déjà des valeurs.
Celles communément partagées au sein de l'Union européenne sont diversité, tolérance, liberté de choix et condamnation de l'usage de la violence. Et c'est bien sur ces valeurs que des confrontations décrites précédemment, les citations que je vous donnais en tout début, peuvent avoir lieu et qu'une polarisation peut éventuellement se cristalliser. Alors, il y a une analyse de la critique croissante des valeurs républicaines qui est faite par certains auteurs dont Bruno va parler peut-être tout à l'heure. Je pourrais citer juste très rapidement Laurent Bouvet, qui est professeur de sciences politiques, qui développe le concept d'âge identitaire et qui décrit comment pour certaines personnes, les valeurs républicaines peuvent être perçues comme une attaque à l'identité de l'individu. Alors, la laïcité, revenons à notre sujet avant que je donne la parole à Bruno, pourrait ainsi être perçue par certains comme une valeur de domination, de ségrégation, voire de stigmatisation. Et c'est que la France porte la laïcité comme une valeur émancipatrice et de liberté, mais au même titre que d'autres pays européens peuvent utiliser d'autres valeurs. On avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à Nancy lors de notre colloque sur trauma et radicalisation, on avait invité une psychologue qui s'appelle Elisabeth Arnes, qui nous venait de Norvège, et qui décrivait comment l'égalité des genres était une valeur sociétale très très forte dans son pays, et comment sur cette valeur-là, il y avait des confrontations importantes avec des personnes qui refusaient cette valeur. Ces deux cadres philosophiques qui sont intégrés à la loi et qui se retrouvent de la même façon attaqués par des revendications de non-universalité des valeurs. Alors, on pourrait rappeler que la laïcité est entendue comme la neutralité de l'État, qui sert à protéger tous les citoyens de l'État lui-même, bien évidemment, mais qu'elle sert aussi à protéger chacun d'entre nous de nos religionnaires, le cas échéant, ou plus largement de toute croyance ou pratique que l'on voudrait nous imposer dans la société. Je vais laisser Bruno Michon le déployer avec peut-être quelques questions qui nous animent depuis 3 ans. D'une part, c'est ce point, c'est si l'enseignement et la promotion de ces valeurs dont on parlait est nécessaire pour développer notre modèle de société, comment le faire sans générer ou accroître une confusion et un sentiment de discrimination? Comme c'est peut-être le cas, et Bruno nous en dira plus, chez certains jeunes qui se vivent musulmans avant de se vivre peut-être citoyens français, liés peut-être à la façon de présenter les valeurs républicaines, au même titre qu'il y a 115 ans, dans des régions très catholiques et non francophones, je pense notamment à la Bretagne, l'avènement de la laïcité avait été vécu comme une attaque ciblée contre eux. Désolé, j'arrive pas à mettre mon... Alors nous savons depuis la description par la psychologie sociale dans les années 50 de l'effet boomerang que la contre-argumentation comporte un risque important de renforcer le positionnement de l'interlocuteur qui est déjà convaincu. Y aurait-il alors des façons à risque d'enseigner la laïcité et y aurait-il à contrario des modèles de vie de la laïcité qui seraient source d'apaisement et de minimisation du risque de polarisation et au final de réduction des risques de radicalisation? Pour y répondre, nous sommes heureux au sein du réseau Virage de donner aujourd'hui la parole du coup à monsieur Bruno Michon, docteur en sociologie de l'Université de Berlin, formateur à l'ESEIS, École de travail social de Strasbourg, et partenaire incontournable du réseau Virage. Bruno, à toi la parole, nous t'écoutons. Merci beaucoup Guillaume pour ta présentation qui pose bien, je trouve, les enjeux. Tu me mets aussi une grosse pression puisque je crois que nous autres éducateurs, professeurs, instituteurs, on se débat avec ces questions-là depuis 40 ans. Donc je vais pas avoir
comment dire, le mérite de répondre à l'ensemble de cette question, mais je vais essayer de poser quelques jalons pour essayer en tout cas d'y répondre. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Super. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une réflexion en deux temps. Je vais revenir dans un premier temps sur la question de la laïcité, parce que je crois qu'il est important de dire d'où on parle sur ces questions-là. Et dans un second temps, j'aborderai la thématique en elle-même, laïcité et radicalisation. C'est un sujet qui est un petit peu particulier. Mettre laïcité et radicalisation dans un titre, c'est s'attirer les foudres a priori d'une grande partie de mes concitoyens, et certainement certains d'entre vous ont pu peut-être être un peu titillés ou choqués par ce titre. Je crois pourtant que le sujet est important et qu'il renvoie à une forte complexité qui nécessite une certaine humilité. Lors de cette présentation, je vais essayer d'expliquer comment la laïcité est devenue à la fois un outil de prévention de la radicalisation, tout en étant, par certains aspects, un agent même de cette radicalité, de cette radicalisation. C'est ce paradoxe qui orientera le fil rouge de cette conférence, et j'essaierai de conclure par quelques propositions pour, comme l'a dit Guillaume, de faire de cette laïcité un réel espace d'apaisement et non pas un espace de polarisation. Pour commencer, donc, revenons sur la laïcité. Je n'aurai pas le temps de revenir sur l'histoire complète de la laïcité, mais ce n'est pas inutile de bien comprendre l'exceptionnalité de la situation française et particulièrement de la situation actuelle au regard de la laïcité. Si Jean Jaurès ou Aristide Briand nous regardaient aujourd'hui, ils se demanderaient certainement ce qu'on a bien pu faire à leur laïcité. En effet, après 2 siècles de guerre fratricide entre une France républicaine et une France catholique et royaliste, la fin de la Seconde Guerre mondiale signe une sorte d'armistice entre les deux camps. Les catholiques se rallient majoritairement à la laïcité et les républicains, convaincus d'avoir vaincu l'infâme, ne font plus de la laïcité leur cheval de bataille. Ce n'est que récemment, dans les années 80, que le terme de laïcité explose réellement et devient, à côté de la politique, du mariage pour tous et de la nourriture de la belle-mère, l'un des 3 objets à éviter dans toute réunion de famille. Cette montée en puissance du terme de la laïcité se laisse très facilement avoir par une petite recherche sur Google Books. On a un outil très bien foutu qui s'appelle Ngram Viewer qui nous permet de voir le nombre d'occurrences dans l'ensemble des bouquins numérisés dans Google Books, le nombre d'occurrences de mots-clés. Donc là, je me suis amusé à voir le nombre d'occurrences proportionnellement, hein, c'est un pourcentage, dans les bouquins depuis 1800. Ce qu'on voit, c'est que, contrairement à une idée reçue, le terme de laïcité est relativement peu présent aux alentours des fameuses lois laïques, hein, donc de 1870 à 1905, et que c'est un terme qui explose effectivement à partir des années 80, comme je vous le disais, mais qui explose littéralement. Hein. Ça fait plus que décupler. Chose étrange, si on met en parallèle cette courbe avec un autre mot-clé, celui de l'islam, eh ben, on constate que les 2 courbes sont strictement parallèles. Que se passe-t-il? Donc, oui, on me demande le nom de l'outil, donc c'est Ngram, N-G-R-A-M, plus loin Viewer, donc V-I-E-W-E-R. Donc, ces 2 courbes sont exactement parallèles et je crois que ce n'est pas une coïncidence. La réactivation de la laïcité comme combat républicain est bien sûr parallèle de l'apparition de l'islam comme problème public à la fin des années 80, avec les premières affaires de foulard islamique à l'école. Encore une fois, on pourrait passer sur ce sujet bien plus qu'un webinar. On peut peut-être simplement rappeler que l'émergence, alors je reviens, ah non, c'est pas ça que je voulais montrer, que l'émergence des premières affaires du foulard
suit l'apparition d'une nouvelle génération d'enfants dont les parents ont émigré en France après la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle génération est française et revendique une égalité de traitement. D'abord très largement sociale, ces revendications deviennent, avec le temps et l'échec des politiques dites d'intégration, des revendications religieuses. Dès lors, la laïcité que l'on avait encadrée dans un coin du Palais Bourbon est ressortie et devient un enjeu de débat et de polémique dès qu'un sujet autour de l'islam est convoqué. En l'espace de 30 ans, l'ensemble du spectre politique s'empare du sujet de la défense de la laïcité et cette défense de la laïcité est communément partagée par tous les partis politiques. Bien évidemment, si de l'extrême droite à l'extrême gauche, on défend la laïcité, c'est bien qu'il ne doit pas s'agir de la même forme de laïcité. Et c'est bien là un point sur lequel je vous propose de réfléchir. La laïcité est un cadre sujet à interprétation qui laisse à tous ceux qui le souhaitent une possibilité de s'y référer. Je vous renvoie pour cela à l'ouvrage de Jean Bobéro intitulé « Les 7 laïcités françaises ». Et j'ai fait un schéma, j'ai essayé de retracer dans un schéma les grandes lignes directrices de cet espace polémique de la laïcité. J'ai essayé de rassembler les différents courants qui s'affrontent dans l'espace médiatique et dans l'espace public, dans l'espace parlementaire, dans les discussions de famille certainement aussi. Je ne suis pas encore complètement satisfait de ce tableau et je vous laisse réagir dans la conversation si vous avez des propositions de modification. Voilà, j'ai distingué droite-gauche et pôle libéral et pôle républicain. Et on voit qu'il y a grosso modo trois grands pôles qui se dégagent. Un pôle à gauche et libéral autour de la figure de Jean Bobéro et de Jean-Louis Bianco, qui a dirigé l'Observatoire de la laïcité pendant longtemps, et qui propose une approche pragmatique et libérale de la laïcité. On y reviendra un petit peu quand je donnerai la définition que je vous propose de mettre en travail aujourd'hui. On a un pôle républicain que j'oppose à libéral dans le sens dirigé vers l'universalisme des valeurs. Et ce pôle-là se distingue à nouveau en deux, un pôle à gauche et un pôle à droite. D'un côté, on a l'ensemble Laurent Bouvet, Henri Peña-Ruiz, Caroline Fourest, qui vont défendre une vision universaliste, émancipatrice de la laïcité. L'État est là pour permettre à chaque citoyen de s'émanciper des attaches, des communautés qui empêchent l'individu d'être libre. Et de l'autre, à droite, on a... on peut discuter du terme républicain, on va le garder à titre de réflexion à présent. On a le pôle plus ou moins à l'extrême droite. Là, les personnes que j'ai mises sont quand même assez marquées à l'extrême droite, de Éric Zemmour à Alain Soral et son site Égalité et Réconciliation, qui pour l'anecdote est le site le plus consulté de France, ou le site Riposte laïque, qui propose une vision fortement islamophobe, ou en tout cas anti-musulman pour ceux que ce concept dérange, de la laïcité. Autrement dit, pour le faire vite, on a une laïcité identitaire, une laïcité qui doit prendre en compte l'héritage judéo-chrétien de la France, une laïcité qui ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité l'islam et les religions historiques présentes en France. Voilà, je vous laisse réagir. On me dit que le son a sauté. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon? Oui, ok. Donc, cet espace-là de la laïcité, on le voit sur les plateaux télé, on l'entend à la radio, c'est quelque chose dans lequel se meut la réflexion à l'heure actuelle. Pour le dire très vite, le pôle républicain est très largement prédominant.
donc le pôle universaliste. Alors, à partir de ces réflexions, je vais quand même vous donner une définition de la laïcité, celle sur laquelle je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Ceux qui m'ont déjà entendu connaissent par cœur cette partie-là, mais je trouve ça extrêmement important. Je m'appuie donc sur la définition de Jean Bobéro, qui explique la chose suivante. La laïcité, c'est un principe et non pas une valeur, un principe de gestion des relations entre l'État et les institutions religieuses. Ce principe est commandé par deux principes et deux moyens. Principe numéro 1, objectif numéro 1, assurer la liberté de conscience. Objectif numéro 2, assurer l'égalité de toutes et tous et éviter ainsi toute discrimination. Et pour faire vivre ces deux objectifs, l'État se dote de deux moyens. D'un côté, la séparation des religions et de l'État, et de l'autre, la neutralité. Ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'une fois qu'on a donné ça, on n'a pas dit grand-chose. Moi, ce que je vois, c'est pour ça que j'ai rendu ça sous la forme d'un cercle, c'est que je vois ce cercle comme un espace dans lequel on se meut en tant que professionnel, en tant que citoyen, et on va pouvoir prendre des positions qui circulent dans cet espace. Certains d'entre nous vont être plutôt orientés vers la neutralité, d'autres vers la liberté de conscience. Ça reste de la laïcité. Et c'est ça qui explique ce spectre très large de défenseurs de la laïcité que l'on rencontre aujourd'hui dans les médias et ailleurs. Ce qui explique que de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, on peut se revendiquer de la laïcité. Voilà un petit peu la définition que je vous propose. Ce que dit Jean Bobéro, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance, depuis grosso modo 2004 et la loi contre le port de signes ostentatoires à l'école, on a tendance un petit peu à faire passer des moyens pour des objectifs. Autrement dit, la neutralité de l'État n'est plus un moyen pour faire vivre les deux objectifs, mais devient l'objectif en lui-même. Pour Jean Bobéro, cela dénature l'esprit même de la laïcité, ce avec quoi je suis d'accord. Pour me positionner et pour expliquer peut-être les positions que je prendrai plus loin dans l'exposé. Donc, pour terminer sur cette partie, ce que j'aimerais rappeler, c'est que nous, pour ceux qui sont professionnels de terrain, qui sont en contact avec le public, selon la définition, l'orientation que l'on prend dans cet espace de la laïcité, cela va avoir des fortes conséquences auprès du public que l'on accompagne. Ce n'est pas la même chose de développer une conception identitaire de la laïcité ou de développer une conception strictement séparatiste de la laïcité ou de développer une conception orientée vers la liberté de conscience, etc. Donc, bien comprendre la laïcité est nécessaire à bien accompagner les publics. Je vais achever là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions peut-être juste sur cette partie-là avant que j'aborde le gros du sujet sur laïcité et radicalisation? Il y a deux questions techniques, Bruno. Je crois que c'est toi ou Guillaume, j'ai peut-être pas fait attention, qui a parlé tout à l'heure d'un outil Google Books. Ouais, c'est Ngram Viewer. Je vais le noter dans le. Noter dans le truc. Ça intéresse certaines personnes. D'autre part, ton PowerPoint, j'ai indiqué qu'il serait disponible dans la captation vidéo. Il y a des personnes qui le demandent indépendamment de ça. Je pense que c'est mieux avec ton propos, mais je te laisse répondre. Oui, il n'y a aucun souci. Je transmettrai mon PowerPoint. Ok, c'est encore mieux que je pensais. Il y a dans la fenêtre de conversation quelqu'un qui s'exprime par rapport à la façon dont la laïcité se vit à Mayotte. Je ne sais pas, peut-être que vaut mieux que tu lises. Ça me paraît tout à fait intéressant.
Oui, alors ça fait partie effectivement de tout le paradoxe de la République, hein, qui se pense souvent comme une, voilà, et indivisible. Mais bien évidemment, on le sait en Alsace-Moselle, terre, ben voilà, je suis à Strasbourg en ce moment. On le sait à Mayotte, on le sait en Guyane, que la République possède une grande diversité euh, de cadres en matière de relations entre l'État et les religions. Mayotte est un excellent exemple. Hein. Jusqu'à il y a peu, les imams étaient payés par la République, par exemple, et Elie nous rappelle effectivement que un certain nombre de jours sont fériés et chômés euh, pour des jours musulmans, hein, ce qui était d'ailleurs une proposition de la commission Stasi, hein, pour rappel, en 2004. On a retenu que la partie interdiction des ports de signes ostentatoires, mais la commission Stasi avait proposé la transformation de 2 jours fériés catholiques en un jour juif et un jour musulman, chômés par tous, hein, bien sûr. Euh, mais merci Elie. Oui, Mayotte est une terre absolument passionnante et déroutante pour un certain nombre de républicains en matière de relations entre l'État et les religions. Très bien, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Donc, laïcité et radicalisation. C'est un sujet qui me tient à cœur. Il est extrêmement français, bien évidemment. Et je vais le séparer en deux parties. La première partie, je vais rappeler comment la laïcité est-elle convoquée dans la lutte contre la radicalisation. Comment on a fait depuis les attentats de 2015 de la laïcité, de la promotion de la laïcité, un outil de prévention de la radicalisation. Et dans un second temps, je vais vous proposer une réflexion autour de la laïcité comme vecteur de radicalité, de radicalisation, et on pourra en discuter bien évidemment à la fin. Alors, la laïcité dans la prévention et la lutte contre la radicalisation. Comme on l'a déjà dit, la laïcité est devenue depuis les années 80 un cheval de bataille des gouvernements successifs, intégré dans un premier temps à l'éducation à la citoyenneté. On le voit apparaître plus fortement encore dans la charte de la laïcité à l'école, plus récemment. Et elle devient un objet central de l'école de la République avec les attentats de Charlie Hebdo. On peut remonter pour cela au discours de Najat Vallaud-Belkacem le 22 janvier 2015, appelant, je cite, à une grande mobilisation de l'école en faveur des valeurs de la République. Derrière ce terme, outre l'égalité, la liberté et la fraternité, c'est bien de laïcité dont il s'agit. La laïcité devient donc dès 2015 un outil au service de la prévention de la radicalisation. Autrement dit, si je traduis avec tout petit peu de mauvaise foi, ce qui ne me ressemble pas, si les terroristes avaient compris ce qu'était la laïcité et avaient adhéré aux valeurs de la République, ils ne seraient pas passés à l'acte. Au-delà de l'éducation nationale, le lancement du plan national de formation aux valeurs de la République et laïcité, ce lancement de ce plan national témoigne du souhait du gouvernement Hollande à l'époque de toucher l'ensemble des acteurs de terrain sur tout le territoire de la République et non uniquement l'éducation nationale. Les moyens conséquents de ce plan ont ainsi permis de former près de 40 000 acteurs qui eux-mêmes proposent des animations pour le public, entre autres jeunes. Parallèlement, les différents plans de lutte et de prévention de la radicalisation ne sont pas en reste. Le premier plan de prévention de la radicalisation, donc le premier vrai plan de prévention de la radicalisation, hein, pendant 3-4 ans, on n'avait pas vraiment de ligne directrice en matière de prévention, qui se nomme Prévenir pour protéger, décline 60 mesures de prévention touchant de très nombreux secteurs, pénitentiaires, sport, social et bien sûr l'éducation nationale. La laïcité est mise en avant dans 2 de ces mesures, l'une pour l'éducation nationale, l'autre pour les acteurs de terrain. Elles s'affichent actuellement. La première mesure demande de développer des dispositifs de soutien à la laïcité au niveau national et académique.
de renforcer la formation aux valeurs républicaines des enseignants, voilà, et la mesure 42, d'intégrer dans la formation aux valeurs de la République et laïcité le commissariat général à l'égalité des territoires et d'intégrer dans cette formation un module spécifique sur la prévention des radicalisations, ce qui a fait sauter au plafond beaucoup d'acteurs de ces formations, mais qui est aujourd'hui toujours en route. Je crois avoir vu dans les personnes présentes aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont participé ou sont eux-mêmes des formateurs valeurs de la République et laïcité. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce lien très serré entre la promotion de la laïcité et la prévention de la radicalisation en France. Ce que je vais essayer de développer à présent, vous l'avez compris, c'est cette idée-là que dans l'état actuel des choses et des débats, cela ne me semble pas une excellente idée. En effet, je pense que sur de nombreux aspects, aujourd'hui, la laïcité est malheureusement plus vectrice de polarisation que vectrice de prévention de la radicalisation. Elle est certainement un principe original et pertinent de promotion du vivre ensemble qui permet à chacun de croire et de ne pas croire. Le problème principal de cette politique publique qui place la promotion de la laïcité comme outil de prévention de la radicalisation est que, à l'heure actuelle, elle n'est pas le principe pacificateur que nous aimerions tous et toutes qu'elle soit. Sur ce sujet-là, j'aime bien citer une étude très énervante de deux Américains qui s'intitule The French Connection, Explaining Sunni Militancy Around the World, qui a été sorti en 2016, et dans lequel les deux auteurs américains essayent de comprendre pourquoi est-ce que la France et la Belgique sont les deux pays occidentaux les plus pourvoyeurs de djihadistes en Syrie. Donc, ils développent un certain nombre d'arguments, parmi lesquels le suivant. Aussi bizarre que cela puisse paraître, 4 des 5 pays enregistrant le plus fort taux de radicalisation dans le monde sont francophones, dont les 2 premiers en Europe. Nous supposons que lorsqu'il existe de fortes proportions de jeunes sans emploi, certains d'entre eux sont voués à la délinquance. S'ils vivent dans des grandes villes, ils ont davantage d'occasions de rencontrer des gens ayant embrassé une doctrine radicale. Et quand ces villes sont dans des pays francophones ayant une conception virulente de la laïcité, alors l'extrémisme sunnite apparaît plus séduisant. L'explication qu'ils avancent donc se résume en 3 mots, la culture politique française. Ils rajoutent ainsi un peu plus loin, l'approche française de la laïcité est plus incisive que, disons, l'approche britannique. La France et la Belgique, par exemple, sont les 2 seuls pays européens à bannir le voile dans les écoles publiques. Ces affirmations extrêmement troublantes venant de chercheurs étrangers qui généralement ne comprennent rien à notre système nous amènent toutefois à nous poser les bonnes questions. Pour ma part, je leur répondrai, ce n'est pas la laïcité en soi qui pose problème, mais 2 éléments que je vous propose de développer à présent. Premier élément, un brouillage conceptuel autour de la laïcité. La référence à la laïcité devient aujourd'hui l'agent même d'une forme de polarisation sociale tendant à éloigner de plus en plus au fur et à mesure du temps les partisans d'une laïcité tournée vers l'émancipation aux partisans d'une laïcité tournée vers la liberté de conscience. Dans la polarisation, ce sont toujours les plus extrêmes. On y reviendra avec Bart Brandsma, ce qu'il appelle les dealers de polarisation, qui déterminent le débat et obligent chacun d'entre nous, éducateurs, professeurs, citoyens simplement, à prendre position selon leurs termes. L'idée, voilà, si l'on prend les discours d'un Zemmour d'un côté, d'un imam fondamentaliste tel que l'imam de Brest ici, donc, qui a pas mal évolué ces derniers temps, mais
laissons ça, sur la laïcité, on conçoit donc à quel point, à notre corps défendant, nous nous retrouvons obligés de prendre position sur un débat dont nous n'avons même pas choisi les termes. L'idée n'est pas de minimiser l'importance d'une prise en compte de l'islam radical, mais de le resituer dans un espace plus large de radicalité. Ça, c'est le premier point que je vous propose comme explication de cette laïcité vectrice elle-même de polarisation et par conséquent de radicalisation. Le deuxième point, celui-là, pour ceux qui m'ont déjà entendu, je le rabâche depuis 2015, c'est la focalisation sur l'islam qui n'est plus possible aujourd'hui parce qu'elle est contre-productive. Je pense que Guillaume pourra donner des exemples cliniques de cette contre-productivité. Moi-même, j'ai pu assister, que ce soit en prison, en classe, dans des interventions, à des situations dans lesquelles les élèves, les détenus se sentaient complètement stigmatisés, attaqués par une laïcité de combat qui les cible. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est que les deux concepts, laïcité et radicalisation, et les deux politiques publiques qui les prennent comme point de référence, s'adressent tous les deux, dans leur texte même et dans leur mise en œuvre, dans l'énorme majorité des situations, à des situations en lien avec l'islam. La loi de 2004 sur le port de signes religieux ostentatoires, on aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est une loi contre le foulard islamique. L'interdiction du voile intégral, on aura beau dire que c'est pour éviter que des gens portent des cagoules dans la rue, on sait bien que c'est une loi anti-burqa. L'affaire Babilou, le Burkini, l'affaire du Conseil régional de Bourgogne, etc., sont autant d'éléments médiatiques et politiques qui renforcent le constat des deux chercheurs américains. De l'autre côté, la politique publique de lutte et de prévention contre la radicalisation est elle aussi entièrement centrée sur la radicalisation liée à l'islam, ignorant la montée en puissance de mouvements identitaires et d'autres formes de radicalité. Cette politique publique crée donc ce qu'elle cherche à prévenir en donnant aux citoyens musulmans le sentiment de ne pas pouvoir vivre leur religion sans être soupçonnés de radicalité. La tribune récente dans Libération, intitulée « Lutter contre la haine anti-musulmane » est à cet égard éloquente. Je vous invite à vous connecter sur le site de Libération. Elle date du 30 juin 2020. Ce sont majoritairement des acteurs musulmans qui l'ont publiée. Je la trouve extrêmement équilibrée, pragmatique, les mots très bien choisis. C'est assez rare sur ces questions-là, mais il faut sortir de ça pour éviter d'alimenter un pays qui se polarise de plus en plus sur ces questions. Pour être honnête et précis, ni la laïcité, ni la politique publique de lutte contre la radicalisation sont en eux-mêmes intrinsèquement des vecteurs de radicalité. Par contre, elles sont certainement des vecteurs de polarisation. Par polarisation, qu'entendons-nous ? C'est un concept que Guillaume a déjà évoqué, qu'on a évoqué en conférence à 2 reprises, l'année dernière pour ceux qui ont pu être parmi nous à l'Université de Strasbourg, plus récemment avec une conférence de Saïda Abdi sur laquelle on est encore revenu sur ce concept de polarisation. À l'origine, c'est un concept utilisé fréquemment dans les sciences politiques pour mesurer une situation dans laquelle les opinions politiques de certains individus sont très éloignées de celles d'autres individus. Au départ, c'est aussi simple que ça. Autrement dit, il ne suffit pas qu'il y ait beaucoup de gens d'extrême droite dans un pays pour que celui-ci soit très polarisé. Encore faut-il qu'il y ait beaucoup d'opposants à gauche. Généralement utilisé en sociologie électorale, le concept de polarisation est aujourd'hui convoqué comme facteur explicatif de l'endossement d'un registre radical.
Il nous semble que la polarisation d'une société dans des registres radicaux fortement clivés pourrait expliquer certaines trajectoires de radicalisation. La redondance du vécu du racisme, de la discrimination, ou plus généralement de l'injustice, dans la trajectoire d'individus dits radicalisés, pourrait accréditer cette hypothèse explicative. Certains chercheurs proposent ainsi un modèle prédictif de la radicalisation violente en fonction du degré de polarisation des sociétés. C'est des recherches que je trouve un peu limites, mais qui cherchent à partir du big data sur Internet, donc en prenant énormément de données qu'on trouve sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., Facebook, qui essayent de déterminer les sociétés qui seraient le plus à même sur le territoire sur lesquels il pourrait y avoir le plus d'attentats, parce que le plus polarisé. Et il montre bien que ça marche bien. C'est-à-dire que plus une société est polarisée, plus le risque d'attentat est grand. C'est deux articles que je vous mettrai en lien, que je trouve intéressants, quoique critiquables sur certains aspects. Donc, le terme polarisation peut être compris comme un processus d'exacerbation des différences entre des groupes sociaux, causant une recrudescence des tensions. C'est la définition de Bart Brandsma, philosophe néerlandais, sur lequel j'appuie ma réflexion. C'est une potentielle cause d'amplification de divers facteurs psychologiques et sociaux qui rendent une personne vulnérable à la radicalisation. De façon à prévenir efficacement la radicalisation, nous devons comprendre les dynamiques de polarisation. Comment la pensée, nous, eux, la division sociale et l'hostilité gagnent-elles du terrain au sein de nos communautés, de nos territoires? Comment peut-on intervenir efficacement sur ces dynamiques extrémistes et construire des ponts favorisant la cohésion sociale? C'est à cette question que Bart Brandsma s'est attelé. Chez Bart Brandsma, il nous explique que la polarisation s'appuie sur 5 rôles et 3 règles. La première règle, c'est la polarisation, c'est une construction imaginaire basée sur des identités et des groupes. La polarisation, c'est le récit qui exploite ces incidents et ces conflits. Ce qui explique qu'à chaque nouvelle affaire, la polarisation se renforce parce qu'on lui donne du carburant pour se renforcer. Deuxième règle, c'est ce que je viens de dire, la polarisation nécessite du combustible. Elle se nourrit des discussions dans lesquelles les identités sont combinées à un jugement. Les femmes musulmanes portant le voile, qu'elles le veulent ou non, sont soumises à un symbole du patriarcat, par exemple. Sans communication de ce type, la polarisation s'éteint parce qu'elle manque de carburant. Règle numéro 3, la polarisation, c'est des sentiments et des émotions. Les faits n'aident en rien à prévenir la polarisation. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la lutte contre les théories du complot. Les faits n'aident en rien à prévenir la théorie du complot. Ça s'appuie sur des croyances, des sentiments, des émotions. Ça, c'est le schéma classique de la polarisation où l'on voit. Alors, je crois que je peux avoir. Je peux avoir un petit outil pour vous montrer directement. Mais on va prendre ça. Projecteur, magnifique. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Où l'on voit effectivement 2 pôles qui émergent, avec dans chaque pôle ce que Bart Brandsma appelle des pushers. Des pushers, donc, ce que j'ai aussi appelé avant des dealers de polarisation. Ce sont les plus extrêmes. Là, on aurait un Zemmour d'un côté et un imam fondamentaliste de l'autre, par exemple. Leur objectif, c'est de ramener à eux, de convaincre un maximum de cette majorité silencieuse qui se trouve ici. C'est vous, c'est moi, c'est les jeunes dont on s'occupe, c'est les familles qu'on prend en charge, qu'on accompagne. C'est cette majorité silencieuse que ces dealers de polarisation vont essayer de convaincre. Et s'ils sont convaincus, ils vont sortir de cette majorité silencieuse
et devenir ce qu'il appelle des joiners, donc des partisans. Ici, on a un dernier rôle, hein, c'est le bâtisseur de pont, qui pour Bart Brandsma va être, sans le vouloir, un agent de polarisation. C'est-à-dire qu'en voulant réconcilier les deux pôles, en voulant les faire dialoguer, au final, il va amener du carburant en faisant vivre la polarisation et en faisant dialoguer des personnes qui ne souhaitent pas sortir de ça. Il va en fait amener de plus en plus de personnes à devenir des partisans de ces dealers de polarisation. Donc voilà un peu le modèle de Bart Brandsma. Moi, je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien pour comprendre ce qui se joue autour de la laïcité aujourd'hui en France. Ah, alors là, j'ai toujours ce truc-là, effacer. Ça marche? Non, ça marche. Effacer tous les dessins. Voilà. Je vous enverrai le PowerPoint pour ceux que ça intéresse. C'est un outil très intéressant aussi, par exemple, pour le harcèlement scolaire ou pour bien d'autres thématiques que celles qui nous intéressent aujourd'hui sur la radicalisation. Alors, il est temps de conclure à présent. Comment est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-il possible de faire réellement de la laïcité un outil de prévention efficace, alors même, je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre, alors même qu'il est aujourd'hui un agent de polarisation? La pensée extrême, l'extrémisme, trouve dans les sociétés occidentales un terrain idéal. Le système démocratique libéral sous lequel évoluent nos sociétés tend vers l'indifférenciation politique. Tout se vaut, bonnet blanc, blanc bonnet, etc. En plus de ça, on est dans une période d'individualisation des rapports au monde. L'encadrement des populations par des mouvements politiques s'appuyant sur des bases idéologiques fortes et par des syndicats reprenant ces mêmes idéologies sont marginaux. La radicalité n'est dès lors ni encadrée, ni considérée comme une option légitime aux yeux de la majorité de la population. Dès lors, les sentiments d'injustice, de discrimination ou simplement les interrogations sur la marche du monde, sur l'homogénéisation croissante des cultures, ne trouvent plus de clé de lecture solide dans la société. Ce contexte précis ouvre un boulevard à l'expression de la radicalité en dehors de tout cadre social. La politique de la prévention de la radicalisation française, qui suit les attentats de Charlie Hebdo, s'oriente très rapidement sur la promotion des valeurs de la République et de la laïcité. L'idée est de renforcer ces valeurs, considérées comme préventives à la radicalisation. Nous avons vu avec l'exemple de la laïcité qu'il s'agit là d'un exercice délicat, tant ces valeurs peuvent être vectrices de polarisation. De la même manière, de nombreux sociologues ont montré la difficulté de sensibiliser des élèves aux valeurs d'égalité ou de fraternité qu'ils estiment ne pas vivre. Il ne s'agit pas ici de poser l'inanité d'un tel dispositif de prévention, mais de le resituer dans le contexte d'une société polarisée. Et il s'agirait donc moins de penser la prévention de la radicalisation comme un dispositif empêchant des jeunes de se radicaliser, mais plutôt comme un dispositif de prévention de la polarisation, c'est-à-dire comme un dispositif évitant de renforcer l'un ou l'autre pôle. On peut appliquer en ce sens les changements de règles proposés par Bart Brandsma pour sortir d'une situation polarisée. Premier changement de règle, changer de public cible. Les dealers accusent dans leur discours l'autre camp, l'autre dealer, mais au final visent la terre du milieu. C'est ici que ça se joue. Nous, agents de prévention, éducateurs, devons viser la terre du milieu. Laissons aux spécialistes, comme ceux du réseau Virage par exemple,
le travail auprès de ces agents de polarisation, de ces agents d'extrémisme. Souvent, on va faire plus de mal en voulant traiter directement avec eux quand on n'est pas formé, quand on n'a pas une bonne connaissance de ce milieu-là. Donc, visons la terre du milieu, visons les personnes qui ne sont pas eux-mêmes des agents de radicalité, de polarisation, pardon. Deuxième changement de règle, changer le sujet. Il faut s'éloigner du débat tel qu'il est amené par les agents de polarisation. Éloigner des constructions identitaires qui sont choisies par ces dealers-là. Il faut trouver dans le dialogue les sujets qui concernent tout le monde et qui permettent au milieu mou, donc à ce milieu silencieux, de se retrouver et de faire commun. Troisième changement de règle, changer de position. Ne cherchez pas à faire votre bâtisseur de pont. Restez vous-même dans la terre du milieu, donc dans ce milieu silencieux. Quatrième changement de règle, changer de ton. Ce n'est pas une question de fait, ce n'est pas une question de juste, de faux. Tout est dans le dialogue et dans la connexion des individus qui se situent dans la terre du milieu. C'est là où, pour moi, le concept de résilience communautaire sur lequel on a fait récemment un webinar rentre en jeu. Il faut créer de la résilience auprès de personnes qui partagent un même territoire, une même culture, etc., etc. Ces changements de règles, pour moi, qu'est-ce que ça donne dans les questions qui nous occupent? Premièrement, ce que ça donne, c'est qu'il faut changer aujourd'hui de posture éducative vis-à-vis de la question religieuse. Une posture militante anti-religieuse, comme on en voit trop souvent chez les professionnels, n'est plus tenable aujourd'hui et je la croise énormément sur le terrain parce qu'on est dans la société française et qu'on a été habitué depuis tout petit à bouffer les curés. C'est plus possible. Pareil, la position de stricte neutralité qui expliquerait que la neutralité pour, par exemple, les fonctionnaires, c'est de ne pas parler de religion. Cet positionnement, qui était tenable il y a peut-être 40, 50 ans, n'est plus tenable aujourd'hui. Être neutre, ce n'est pas ne pas en parler. C'est autre chose. Deuxième point sur lequel que je vous propose aujourd'hui, on ne peut plus aujourd'hui tourner les deux politiques publiques, enfin en tout cas la promotion de la laïcité. Quand on parle de laïcité, parlez tout de suite d'islam. Quand on parle de radicalisation, parler uniquement d'islam. Ce n'est plus possible. On a vu en 5 ans comment la société s'est polarisée. Il faut sortir de cela. Il faut diversifier les figures de radicalité. On a beaucoup d'exemples autour de nous à l'étranger. On peut penser à Christchurch, on peut penser à Breivik, etc. Mais même en France, on peut penser à l'attentat contre la mosquée de Bayonne, qui n'a d'ailleurs toujours pas, à ma connaissance, été qualifié de terroriste, mais peut-être que je me trompe. Voilà, il faut sortir de ça à tous les niveaux. Du côté du judiciaire, du côté du ministère de l'Intérieur, du côté de la prévention spécialisée, du côté de l'éducation nationale. On ne peut plus uniquement centrer nos efforts sur l'islam. On produit ce qu'on cherche à prévenir. Troisième point, il ne faut plus avoir peur. On est dans une société, alors effectivement, Guillaume, tu parlais de Laurent Bouvet, qui parle de société, je ne sais plus, identitaire, ou je ne sais plus comment il dit ça. Voilà, en tout cas, où les valeurs ne sont plus aussi facilement partagées qu'il y a 70 ans. Il faut donc que nous autres éducateurs, instituteurs, professeurs, soyons prêts à entendre l'expression de valeurs divergentes que j'ai appelées hétérolaïques, un peu comme celle, Guillaume, que
que tu as évoquées au début. Sans quoi, c'est-à-dire que si à chaque fois qu'un élève dit je suis pas Charlie, dit les mécréants, ils devraient tous mourir, dit etc., etc. Si on se contente de passer cette information et de la signaler comme radicalisation, on n'a aucune chance de travailler sur ces questions-là. Il faut absolument accepter d'entendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas signaler si on a des doutes forts. Voilà. Mais gardons le dialogue, conservons le dialogue, où on risque de provoquer le silence et de faire en sorte que le public qu'on accompagne se réfugie dans de la polarisation qui risque de mener à de la radicalisation. C'est un sujet qui est extrêmement délicat, sur lequel je n'ai pas beaucoup le temps de revenir ici, cette question-là d'accompagner la parole que j'ai appelée hétérolaïque, mais qu'on peut appeler radicale. Mais c'est quelque chose, je crois, sur lequel il faut qu'on avance pour espérer pouvoir faire de la laïcité cet espace d'apaisement que j'appelle de mes voeux. Voilà, j'imagine que ces quelques réflexions amèneront des questions. J'espère que je me suis fait le mieux comprendre possible et je vous remercie beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et je vous laisse à présent réagir. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci beaucoup d'avoir répondu en partie à nos questions. Je vais laisser la parole à nos aux personnes qui souhaiteraient poser des questions. Alors, il y en avait quelques-unes. Non, je vois surtout des merci et des félicitations sur les messages écrits. Je voulais retenir deux choses essentielles de ta présentation qui va nous parler en tant que clinicien. D'une part, quand tu dis qu'on ne peut pas rester dans la neutralité d'avant, je te rejoins vraiment. Cette neutralité bienveillante qui faisait qu'il y avait des questions tabous qu'on ne posait pas, notamment sur les croyances, notamment sur les convictions, sur les valeurs de l'autre. Je l'entends souvent quand on est en accompagnement d'équipe. C'est des questions qu'on ne pose pas sur quelles sont les croyances, les perceptions de la réalité, les valeurs importantes dans les familles. Et alors que parfois, ça nous donne des indications essentielles, à la fois sur l'expression parfois de certains symptômes. Je pense notamment à quelque chose qui n'avait pas de rapport avec la radicalisation, mais d'un garçon qui disait voir des fantômes. Il avait parlé en classe, du coup il avait vu la psychologue scolaire, tout le monde s'est inquiété s'il n'était pas cohérent. Et en prenant le temps de parler avec la famille, on se rend compte que c'est une croyance familiale qu'il peut exister des fantômes et que les ancêtres viennent rendre visite. Alors, et après, on peut aller plus loin sur ce cas clinique, mais il irait trop loin. La laïcité n'est donc pas pour nous professionnels de faire abstraction de ces valeurs, de ces croyances. Je pense qu'on a un intérêt au contraire à s'y intéresser et je pense que c'est comme ça en tout cas que j'entends conserver le dialogue. En revanche, il me reste pour moi une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. C'est comment conserver le dialogue avec les dealers de polarisation. Et je crois qu'il y a bon nombre de participants aujourd'hui qui travaillent à l'éducation nationale. Et je pense que c'est complètement différent de travailler avec un groupe classe que de travailler avec une famille ou un jeune. C'est que dans le groupe classe, tu vas avoir ta micro-société avec une grande majorité de neutres, on va dire, de ce milieu qui n'a pas pris position encore. Et tu peux avoir un leader, un dealer de polarisation. Du coup, comment faire pour faire vivre au sein de cette micro-société qu'est une classe la discussion sans donner la parole principalement aux dealers de polarisation. Tout ça, c'est la problématique de faire des débats. Quand on fait des débats, en gros, on a souvent 2-3 personnes qui prennent la parole, les autres, on ne les entend pas, et c'est ceux qui sont les plus convaincus, les plus radicaux, les plus polarisés. Pour moi, ça reste
une question. Et puis l'autre lien que je fais, c'est avec la conférence internationale qu'on avait organisée avec les EIS, avec le RIV, avec la ville l'an dernier autour de polarisation et résilience. Et Scott Atran, lors de son intervention, avait parlé des valeurs et du besoin de valeurs pour les gens, et notamment pour les nouvelles générations. Sur quelles valeurs peuvent-elles s'appuyer? Et c'est une question, c'est-à-dire que qui va dealer quelque part, c'est-à-dire distribuer, proposer, valoriser les valeurs de notre société, les valeurs de la République française, qui peut les distribuer, les valoriser sans pour autant entrer dans le jeu des polarisations que tu as très bien décrites. Ça, pour le moment, je n'ai pas encore de réponse à ça. Je vais m'arrêter. Et je vais laisser la parole, alors oralement, peut-être déjà à ceux qui veulent prendre la parole, et puis je vais essayer de lire vos messages.